Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Le mouvement de grève se poursuit au Casino Batelière. Employés et direction n'ont toujours pas trouvé d'accord. À l'approche des élections professionnelles de la collectivité territoriale de Martinique, les syndicats en place s'opposent à la candidature de 2 nouvelles organisations syndicales. La semaine pour l'emploi des personnes handicapées se poursuit jusqu'à ce week-end. Les transports communs de l'espace sud bénéficient désormais d'un système de titres de transport électronique. Enfin, la galerie d'art de l'hôtel La Batelière accueille en ce moment l'exposition du photographe et plasticien Olivier Fonteau, intitulée Horizon intérieur. La grève se poursuit donc au Casino Batelière. Employés et direction n'ont toujours pas trouvé de terrain d'entente. Pour rappel, les salariés réclament notamment la hausse des salaires à hauteur de 130 € net par mois, tandis que la direction propose 25 € bruts de hausse par mois appliquée aux 3 années à venir, soit une augmentation effective de 75 € bruts d'ici 2019. Ce matin, les grévistes ont installé un barrage sur l'une des voies à proximité du rond-point de la Batelière. Il a été levé dans la matinée par les forces de l'ordre. Pire, on veut s'éteindre en essayant de l'atteindre. Mais ça commence maintenant, le départ a déjà été donné. Et cela depuis longtemps, plus question d'abandonner. Lentement, doucement, mais sûrement, on veut avancer et vivre nos rêves. Et nos rêves et nos vies, jamais on ne se laissera vider. La vie est un combat sans trêve, il faut se battre sans répit. On est décidé à vivre nos rêves et non à rêver nos vies. Jamais on ne se laissera vider. La vie est un combat sans trêve, il faut se battre sans répit. Yo, mais on avance, ne pas décider. Faut pas nous vider d'un goût de spirit. On est À l'approche des élections professionnelles des employés de la collectivité territoriale, 6 syndicats en place au sein de la collectivité ont estimé que les candidatures de la CGTM-FSM et de la SATM-CTM ne répondaient pas aux critères d'éligibilité, comme par exemple le fait d'avoir 2 ans d'existence au sein de la CTM. Le Conseil exécutif a cependant souhaité que toutes les organisations syndicales représentant des salariés territoriaux puissent participer, provoquant ainsi un appel à la mobilisation, cependant peu suivi ce mercredi matin à Plateau-Roi. Notons que ces élections professionnelles devraient avoir lieu le 19 décembre prochain. La CTM organisait une grande conférence marquant le début de l'élaboration du schéma martiniquais de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. C'était le 28 octobre dernier. Plus de 150 personnes étaient présentes ce jour-là à l'Institut martiniquais du sport au Lamentin. Élus de la CTM, dont Francis Carole, le réseau Autonomie 972, les responsables du secteur sanitaire et social public, les professionnels de la santé et bien sûr un certain nombre de seniors et d'handicapés. À l'issue de cette rencontre, 5 groupes de travail ont été mis en place afin de préparer ce schéma qui se veut être un document unique définissant la politique de la collectivité territoriale en ce qui concerne les personnes âgées et ou handicapées. L'enjeu étant de coordonner au mieux les outils et les efforts des différents acteurs institutionnels et associatifs. D'après Francis Carole, conseiller exécutif en charge des affaires sanitaires et sociales, face au vieillissement et à la paupérisation d'une part importante de notre population, le renforcement de la coopération entre les partenaires est plus que jamais une priorité. Notons que les principales thématiques abordées étaient la formation du personnel, l'accompagnement des proches aidants, la prévention de la perte d'autonomie, la silver economy ou encore les investissements en équipement et en infrastructures. Le schéma martiniquais de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap devrait être opérationnel l'année prochaine, fin 2017.
Et justement, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées se poursuit jusqu'à ce week-end. De nombreuses conférences, rencontres et séminaires sont organisés autour de cette question. Dans un tout autre domaine, une information importante, il y a actuellement dans le monde une pénurie de saumon. Ceux qui attendent les fêtes de fin d'année pour en acheter risquent donc de le payer beaucoup plus cher que les années précédentes. Suivant en cela l'exemple du réseau Mosaïque dans le centre, la centaine de bus communaux, intercommunaux et scolaires de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud sont désormais équipés d'un système de billetterie électromagnétique. Ce nouveau système, dont l'installation a coûté 1 200 000 € devrait faciliter la validation du titre de transport, tant pour les usagers que pour les chauffeurs. Afin d'assurer une bonne transition, les tickets traditionnels seront cependant acceptés jusqu'à la fin de cette année 2016. Ingénierie de financement de l'innovation, c'est le thème du séminaire Action Territoire, organisé par Cap Innovation Martinique, qui s'est tenu les 27 et 28 octobre dernier à l'hôtel La Valmenière. Coordonné par la Technopole Martinique CASEM et organisé en collaboration avec RETIS, le réseau national des technopoles, Centre européen d'entreprise et d'innovation et incubateurs, ce séminaire était une première action à destination des PME martiniquaises innovantes avec un thème à la fois stratégique et opérationnel, celui du financement de l'innovation. Pour mener ce séminaire, qui a accueilli une vingtaine de participants chaque jour, plusieurs professionnels étaient présents et ont partagé leur expertise et leur expérience. Gilles Gestel, directeur de la Technopole Martinique CASEM, Thomas Dupont, directeur de l'incubateur et CEEI Prémisse, Michel Papalia, directrice interrégionale BPI France-Antilles-Guyane, ou encore Tania Rémy, qui fait partie de la cellule innovation de la collectivité territoriale de Martinique. La première journée était donc dédiée au financement de l'innovation. Qu'est-ce qu'un projet innovant? Comment mettre en place les demandes de financement? Quels sont les points de vigilance spécifiques à prendre en compte? Ou encore les mécanismes de financement public et de soutien à l'innovation? Voici un aperçu des thèmes abordés à travers les exposés, les études de cas, mais aussi les retours d'expérience. La deuxième journée de séminaire a été consacrée à la valorisation et la levée de fonds, avec en préambule une réflexion sur le rôle de Cap Innovation dans l'accompagnement des demandes de financement de projets innovants. Rappelons quelques-uns des objectifs de cet événement: consolider les compétences et apporter des connaissances approfondies aux acteurs du territoire, échanger, partager les expériences dans un objectif d'amélioration des pratiques. La Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique s'installera à Saint-Pierre, dans le bâtiment de la Bourse, à partir du 1er janvier prochain. Un bâtiment familier puisque les représentants du commerce s'y réunissaient avant l'éruption de la montagne Pelée en 1902. C'est également dans ce bâtiment qu'est née la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Pour Manuel Baudouin, le président de la CCI Martinique, c'est une étape importante qui permettra à l'institution de développer son action sur l'ensemble de la Martinique, y compris dans les communes où les entreprises, parfois isolées, ont davantage besoin de soutien. Nous vous parlions de leur visite en Guadeloupe et bien avant de s'y rendre, il y a quelques jours, la délégation d'Américains venus de l'État de la Louisiane, situé au sud-est des États-Unis, s'était invitée chez nous. Une heureuse initiative, ce sont les propos
tenu par Alfred Marie-Jeanne. Le président de la collectivité territoriale de Martinique a en effet eu l'occasion de recevoir les membres de cette délégation dans les locaux de la CTM le 7 novembre dernier. Un moment d'échange et de réflexion visant à mettre en place une coopération plus étroite entre la Louisiane et la Martinique, deux espaces géographiques marqués par une histoire singulière, mais aux problématiques communes parfois. La traite négrière, l'esclavage et les plantations par exemple en font partie, mais aussi l'art de l'oralité, la gastronomie, les langues bien sûr, et même le carnaval. Grégoire Trumel, consul de France en Louisiane, a profité de cette visite en Martinique pour rendre hommage à l'implication de notre île dans le processus de rapprochement avec la Louisiane, affirmant qu'il s'agit aujourd'hui de s'intéresser au secteur éducatif, universitaire et économique, bien évidemment. Nous devons présenter et mettre en valeur les plus beaux atouts de la Martinique pour que les Louisianais puissent investir chez nous. Ils ont d'ailleurs visité le port de Fort-de-France, une distillerie de rhum ou encore le rectorat où ils ont été chaleureusement reçus par la rectrice Béatrice Cormier notamment. Créer ces liens multiples avec la Louisiane devrait également nous permettre d'investir nous aussi là-bas. Monsieur Marie-Jeanne a rappelé qu'au temps où il était président du conseil régional, une tentative de la région à l'époque avait finalement échoué dans son intention de faire de Delta une compagnie aérienne susceptible d'assurer une desserte aérienne entre la Martinique et la Louisiane. Aujourd'hui, il est question de se pencher très sérieusement sur cette question dans les mois à venir. Dans le discours d'accueil qu'il a prononcé, le président de la CTM a cité Henry Ford, déclarant ainsi, je cite, « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Dans une brochure récemment publiée, la direction de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale de la Martinique a communiqué un certain nombre de chiffres clés concernant notre jeunesse. On retiendra notamment qu'en termes d'émigration, les jeunes représentent 52% des départs et qu'en matière de délinquance, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les mineurs sont de moins en moins impliqués en tant qu'auteurs des faits. Le budget 2017 des Outre-mer est examiné par les députés à l'Assemblée nationale à partir de ce mercredi. C'est un budget de 2 milliards d'euros, donc, qui devrait être adopté pour l'année à venir. Les domaines phares qui en bénéficieront sont l'emploi, la formation, le logement social ou encore l'environnement, avec la mise en œuvre d'actions pour lutter contre le réchauffement climatique. Erika Barrette, c'est la ministre de l'Outre-mer, s'est dit satisfaite de ce budget en légère augmentation par rapport à celui de l'année 2016. Notez également qu'à partir de 2018, les communes en France, comme dans les Outre-mer, recevront de l'État pour fonctionner correctement, non pas une dotation globale de fonctionnement, mais une part de la TVA. Cela, l'Assemblée nationale l'a voté hier, mardi 15 novembre, en première lecture. Le Sénat devra se prononcer sur cette loi avant son adoption définitive. Savez-vous combien touche un fonctionnaire en France ? Entre beaucoup d'autres choses, l'édition 2016 du rapport annuel sur l'état de la fonction publique, qui vient d'être publié, c'était hier, mardi 15 novembre, nous renseigne sur ce sujet. On y apprend par exemple qu'en France, en 2014, le salaire net mensuel moyen dans l'ensemble de la fonction publique est 2 205 €. Mais c'est une moyenne. Ce salaire est de 2 477 € mensuels dans la fonction publique d'État, donc plus élevé que la moyenne, de 2 223 € dans la fonction publique hospitalière, un tout petit peu plus élevé que la moyenne, et de 1 877 € dans la fonction publique territoriale. Là, on est en dessous de la moyenne qui, je vous le rappelle, est de 2 205 €. Les primes représentent en moyenne 23,5% du salaire des fonctionnaires territoriaux. C'est dans les conseils régionaux que l'évolution du salaire net moyen des agents territoriaux, tous statuts confondus, est la plus forte, plus 1,5%. Ici, en Martinique, comme en Guadeloupe, il faut ajouter à ces sommes les 40% de vie chère. La dernière fois que toutes les mairies ont fermé leurs portes ensemble dans un territoire des Outre-mer, c'était pendant les événements de février 2009. Les Guyanais viennent de revivre cet événement. Hier, le 15 novembre,
toutes les mairies de ce pays ont fermé leurs portes pour protester contre l'insécurité qui, selon elles, règne dans ce pays. Une délégation du conseil départemental de la Guadeloupe est présente à Marrakech, au Maroc, qui accueille depuis lundi la COP 22, la conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique, une conférence qui rassemble 196 pays, dont la France. L'entreprise guadeloupéenne NST est aussi sur place. Elle propose une technologie de traitement thermosolaire des déchets carbonés. Lundi, une convention a été signée entre la filiale marocaine de NST, PEPS Maroc, et la filiale locale du groupe allemand Siemens. Le 27 octobre dernier, à la veille de la Toussaint et de la fête des morts, respectivement les 1er et 2 novembre, la ville de Fort-de-France avait organisé une conférence au cimetière de la Levée. L'histoire de ce lieu emblématique du centre-ville, plus communément appelé cimetière des riches, a sans nul doute attisé la curiosité de bien des Foyalais, puisque c'est plus d'une 50aine de personnes qui étaient présentes ce jour-là. Il s'agit, rappelons-le, du plus vieux des 6 cimetières qui sont actuellement recensés sur le territoire de Fort-de-France. Faute de place dans les églises où l'on enterrait traditionnellement les notables en 1777, le terrain qui deviendra plus tard le cimetière de la Levée a été racheté à une certaine dame Dugard de Trenel. Au-delà de l'aspect esthétique des caveaux et tombes richement travaillés et ornés de sculptures raffinées, ce site funéraire est une véritable vitrine de la sociologie des siècles passés. Une époque où l'on se devait d'accompagner avec faste le défunt jusqu'au dernier instant et commémorer l'éclat de sa réussite sociale. En effet, si le lieu est surnommé cimetière des riches, c'est parce que celui-ci était particulièrement prisé par les élites bourgeoises blanches d'antan, d'où son architecture ostentatoire. Une résidence éternelle bien enviable en comparaison de celles qui longtemps ont été réservées aux esclaves. Car la ségrégation se poursuivait alors même au-delà du trépas. Mais ironie de l'histoire, on y retrouve aujourd'hui de nombreuses personnalités telles que le célèbre journaliste André Aliquer ou encore l'un des premiers communistes martiniquais, Jules Monroe. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.